Donc bonjour à tous, le webinaire démarre. Notre invité Arnaud Morvan est parmi nous pour le deuxième atelier du digital que nous proposons avec Alpe Supply Chain. Le premier atelier concernait les analytiques, nous les avons décortiqués un peu dans tous les sens. Aujourd'hui, nous allons parler des control towers et Arnaud va nous présenter comment on peut révolutionner la supply chain grâce aux control towers. Donc je le remercie de sa présence. Aussi du travail qu'il a fourni pour nous permettre d'être avisés sur ce sujet-là. Donc, je vais te laisser te présenter, Arnaud, pour que tu nous dises un peu qui tu es. Alors, parfois, ne vous inquiétez pas, Arnaud n'a pas sa vidéo d'allumée, mais il a un réseau qui est plutôt faible, mais on l'entend bien sans la vidéo. Donc, de temps en temps, vous verrez Arnaud, et de temps en temps, vous ne le verrez pas, mais c'est normal. À toi, Arnaud. Merci Jean-Baptiste. Juste au niveau de ce qu'on va voir aujourd'hui, donc d'abord je vais me présenter pour ceux qui n'avaient pas vu la première session sur les analytiques. Après, on va voir la première chose, c'est quel est l'intérêt des control towers dans l'environnement actuel. Qu'est-ce que c'est une control tower dans un monde digital? Vous verrez en fait, il y a beaucoup de définitions sur la control tower. Donc l'idée c'est que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, qu'est-ce que ce soit une control tower pour gérer votre supply chain? Après, quels sont les outils, on va dire, ou qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre en place control tower? Donc ça va être des analytiques, de la technologie et surtout des hommes. Et après, je vous donne des gains avec des exemples de control tower sur lesquels j'ai travaillé. Et enfin, quel est le chemin pour y arriver, sachant que c'est une vraie transformation de mettre en place une control tower digitale. Donc, quelles sont les étapes pour y arriver et poser toute la valeur. Au niveau de mon profil, donc ça fait 25 ans que je travaille dans la supply chain. J'étais supply chain manager, j'ai géré des transformations, j'ai géré beaucoup de systèmes, que ce soit côté, on va dire, industriel et côté fournisseur de technologie. J'ai travaillé en France et aux États-Unis. Et à la fin, aux États-Unis, je travaillais pour une société de la Silicon Valley en 2017, qui était justement spécialisée dans les contrôles tower digital, puis Decision Intelligence, qui est un autre sujet qu'on va voir dans notre webinaire. Et après, en termes d'industrie, j'ai principalement travaillé sur des sociétés de pharmacie ou de santé, produits de grande consommation, la production discrète et la grande distribution. Et en fait, maintenant, j'ai des sociétés, des logiciels pour justement autour des contrôles tower et Decision Intelligence. Et tout ce que j'ai appris autour de 25 ans, je le partage ici avec App Supply Chain grâce à Jean-Baptiste. Et je donne des cours aussi en fait à l'ISLI, à Grenoble INP, au Mines Paris et à 2 universités à Lyon sur ces sujets. Génération qui va mettre en place tous ces outils type Control Tower, Decision Intelligence, ce sera la génération qui arrive. Donc, il faut leur apprendre dès maintenant. Donc, premier sujet, c'est pourquoi l'intérêt des Control Tower dans le monde actuel. En fait, tout simplement parce que ça va vous aider à gérer votre supply chain dans un environnement qui est de plus en plus complexe et qui demande de prendre des décisions de plus en plus, on va dire, efficaces pour votre entreprise et aussi de plus en plus rapide. Complexe, pourquoi? Parce que les clients, ils veulent de plus en plus de personnalisation. Donc, il y a en général une prolifération du nombre d'articles à gérer, de produits finis. Il y a aussi la vitesse à laquelle les clients veulent travailler. Mais en parallèle, il y a toutes les contraintes qui sont liées aux approvisionnements et toutes les contraintes logistiques. Donc, en fait, maintenant, quand vous voulez gérer votre supply chain et donc prendre une décision, ça vous demande quoi? Ça va vous demander d'avoir une visibilité et puis de lier vos commandes clients, les stocks, la production, les appros, ce qui se passe chez les fournisseurs, etc. etc. Et ça demande de lier toutes ces informations parce qu'il faut comprendre les impacts qu'ont les différentes fonctions entre elles et quelles sont les décisions à prendre. Donc, si on prend deux exemples concrets dont tout le monde entend parler, par exemple, en mer Rouge, quand il faut prendre un avion, si le bateau ne peut pas passer, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je passe par le cap ou est-ce que je fais un avion? Là, pour prendre une décision sur savoir est-ce que je vais pouvoir mettre à risque potentiellement une commande client comme je suis bloqué par la mer Rouge, il va falloir la visibilité sur le transport, sur ses stocks, sur la demande client, quels sont les impacts financiers, les impacts environnementaux, si on fait un avion, ou si on prend encore plus récemment avec les agriculteurs, si j'ai une entreprise de grande consommation qui produit avec des produits agricoles et que les camions sont bloqués, qu'est-ce que je fais? Il faut avoir une visibilité sur les approvisionnements, ses stocks de matières premières, sa demande, sa production, sa finance. Donc maintenant, dans le monde où on est, si vous voulez prendre une décision en fait efficace et rapide, ça va demander d'avoir une visibilité complète et des outils pour vous aider à prendre ces décisions rapidement et efficacement.
Donc maintenant, si on prend une control tower digital, donc je mets digital pour essayer un peu de différencier par rapport à ce qu'on va dire la vue traditionnelle des control towers. Hein. C'est finalement une tour de contrôle, c'est le nom qu'on entend depuis plus longtemps. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, en fait, une control tower digital, c'est une organisation, d'abord, ce qui est important, on reverra en parler des hommes, c'est une organisation centralisée qui permet de prendre des décisions et d'exécuter ces décisions en tenant compte des impacts que ça a sur toutes les fonctions de notre supply chain. Et maintenant, afin de centraliser en fait la prise de décision et la gestion, et pour avoir justement la visibilité sur toute sa supply chain, il va falloir que s'utilisent les données qui sont disponibles, donc des données qui sont liées à vos fournisseurs, liées à votre production, liées à votre logistique, liées aux clients, des données qui sont dans vos ERP, vos systèmes de planning, vos TMS, de l'IoT si vous en avez. Et ça va demander d'utiliser la technologie pour traiter ces données et pour vous faciliter à collaborer. Donc vraiment, la vision qui est un peu unique, là, c'est de pouvoir vraiment se centraliser versus avoir une vision, on va dire, plus par silo ou par fonction, qui est une donnée qui est plus traditionnelle et moins efficace, en fait, pour gérer votre supply chain. Donc maintenant, alors là, c'est pour clarifier un peu ce que je disais sur la vision traditionnelle. Il y a 2 ans, et puis l'année dernière, j'ai contribué à une conférence sur le Control Tower. Et l'année dernière, j'avais fait un article dans Supply Chain Magazine sur le Control Tower. Et l'un des principaux points de discussion, c'est qu'est-ce que c'est une control tower? Et en fait, la différence qu'il y a dans ces définitions, elle est surtout liée au niveau de maturité qu'on veut y apporter. Et souvent, on se rend compte que le niveau de maturité de control tower, on va dire plus traditionnel, elle est un peu plus limitée. Et elle apporte moins de valeur ajoutée. D'un point de vue traditionnel, on va dire qu'il y a 3 on va dire, définitions. Alors moi, je dis que c'est un peu préconçu ou c'est un chemin vers ce que c'est une control tower plus moderne. Le premier, c'est les control towers, on va dire, plus analytiques. Là, souvent, c'est donc par rapport au premier webinaire qu'on avait eu, c'est souvent des analytiques très descriptifs, c'est-à-dire en fait des informations sur quel est l'état actuel de ma supply chain ou qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Donc, par exemple, quel est mon taux de service la semaine dernière, quelles ruptures j'ai eu la semaine dernière. Et tout ça, en fait, ça permet surtout de faire l'analyse, de voir ce qui s'est passé. Et ça ne va pas forcément de prendre une décision rapidement et efficacement. Deuxième type de control tower, on va dire plus traditionnel, c'est les contrôleurs qui donnent juste de la visibilité. Donc là, en fait, c'est plus limité aussi pour l'incision, parce que pareil, on a les analytiques, on va avoir une plus-utilité peut-être plus cross-fonctionnelle, donc peut-être qu'il y aura du transport, savoir où sont les bateaux, où sont ces camions, peut-être une donnée sur la production, mais ça demande encore beaucoup d'efforts d'analyse et beaucoup d'efforts manuels, on va dire, pour prendre des décisions. Et la dernière, qui est surtout la plus commune en fait, c'est les contrôles towers qui sont très fonctionnels. Donc par exemple, souvent c'est le cas du transport, donc je suis désolé pour mes amis de la logistique, souvent les transports disent « Ah ben j'ai le control tower parce que j'ai de la visibilité sur tout ce qui se passe dans ma distribution, en amont ou en aval. » Là, le problème qu'il y a, c'est que c'est pas cross-fonctionnel. Donc quand on prend une décision, c'est par rapport à son domaine, mais sans comprendre les impacts qu'on peut avoir chez les autres ou que les autres ont sur nous. Donc, par exemple, j'avais une très grosse entreprise d'électronique. Ils avaient une visibilité vraiment très, très, très performante sur les transports. Ils savaient en temps réel tout ce qui se passait, où étaient leurs camions, où étaient les produits, etc. Et moi, je leur ai demandé, mais en quoi ça vous aide à mieux servir vos clients? Et en fait, ils ne pouvaient pas répondre. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'avaient pas lié en fait l'information de la visibilité du transport avec les commandes clients, avec les inventaires, avec la production. Donc, ils étaient capables, si on les appelait, de dire voilà où est mon camion. Mais maintenant, s'il fallait savoir comment je fais pour prendre une décision pour dire attention, ce camion, il est bloqué à tel endroit ou il va être bloqué à tel endroit, donc je ne vais pas pouvoir, ça va me bloquer ma production aussi et potentiellement ça crée des ruptures, là, ils n'avaient pas l'information. Donc à l'inverse, si on prend une control tower qui est, on va dire, dans un monde digital, qu'est-ce que ça a comme caractéristique? La première caractéristique que ça a, c'est qu'il doit être cross-fonctionnel. Donc la control tower, à l'opposé de ce que je viens de dire à l'instant, il va falloir qu'elle vous donne les informations potentiellement sur les clients. Donc ça, c'est encore, si vous arrivez à étendre votre supply chain jusqu'à avoir l'information client type leurs inventaires, c'est encore mieux. Les informations sur le service client, donc toutes les commandes de clients que vous pouvez avoir. La logistique, tout ce qui est lié au planning, tout ce qui est de la production, à votre appro, et vous pouvez remonter jusqu'au fournisseur, au fournisseur du fournisseur, si vous voulez. Donc l'idée, la principale première, c'est si vous prenez une control tower plus digitale dans le monde actuel, il faut qu'elle soit cross-fonctionnelle.
La deuxième, c'est qu'elle soit connectée. Connectée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, il faut que vous donne la visibilité dont vous avez besoin en temps réel. Moi, maintenant, j'ai ajusté, c'est pour ça que je l'ai mis en couleur différente. Plus important que le temps réel, c'est le temps qui est correct en fait pour prendre votre décision. Donc, il y a un peu, des fois, un préconçu, dire il faut tout en temps réel. C'est pas tout à fait vrai. Le temps réel, d'abord, c'est compliqué à avoir. Et deuxième raison, c'est que c'est pas nécessaire tout le temps. En fait, le temps qui est de connexion pour prendre une décision, c'est lié à votre processus de décision. Donc, par exemple, si vous avez une décision à prendre journalière, avoir l'information au niveau tous les jours, c'est suffisant. C'est une décision qui est plus du planning, comme des fois c'est fait, qui sont hebdomadaires, il faut avoir l'information de façon hebdomadaire. Si maintenant c'est des décisions très très opérationnelles dans un entrepôt, dans une usine, c'est plus proche du temps réel. Mais ça ne peut pas forcément, ça peut attendre 5-10 minutes. Donc maintenant, la deuxième notion dans le contrôle tower digital, c'est vraiment d'avoir cette connecté et d'avoir la visibilité au bon moment. Le troisième, qui est vraiment une avancée par rapport à ce qui est contrôle, on va dire plus analytique, c'est qu'elle soit très informationnelle. Informationnelle, ça veut dire quoi? On en avait parlé lors du webinaire sur les analytiques. C'est qu'en fait, elle vous aide de vous orienter vers où sont mes risques et où sont mes vrais problèmes. Les données de contrôle tower, c'est pas juste de vous donner en fait plein de tableaux de bord que vous devez analyser. C'est de dire où sont mes vrais problèmes. Donc, ça veut dire que Control Tower doit vous fournir des alertes, donc pousser l'information vers vos vrais problèmes pour vous aider. Elle doit aussi vous aider à doit faire pour vous en fait tout ce qui est de diagnostic, c'est-à-dire tout ce qui est quelles sont les routes causes des problèmes. Donc, par exemple, à l'opposé d'avoir son taux de service dans le passé, dire pourquoi le taux de service n'a pas été atteint, et des indices prédictifs. Donc là, c'est important, c'est de pouvoir anticiper ces risques. Donc, j'avais dit dans la présentation d'avant, il faut pouvoir anticiper les risques, anticiper un risque de rupture, de surstock, de pas pour livraison client, d'un fournisseur en retard, etc. Donc, le control tower digital doit vous fournir une information, on va vous la pousser plutôt que vous ayez vous à traiter ces données et des tableaux de bord. Et le dernier, qui est le plus critique, c'est surtout, il faut pouvoir agir. Donc, l'idée du control tower, c'est pas juste savoir qu'est-ce qui se passe. L'idée vraiment du control tower, c'est de savoir quelle action je dois prendre rapidement par rapport, je vous ai dit, à mon temps de notion de processus, quelle action je dois prendre rapidement et facilement, tout en prenant en compte toutes ces informations qui sont cross-fonctionnelles. Et là, c'est où interviennent donc les indices qu'on appelle la dernière fois, qui étaient plus prescriptifs, donc des recommandations sur voilà votre problème et voilà qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce problème. Donc voilà, donc ça, c'est plus la notion de contrôle tower dans un monde digital qui vous permet de répondre à vos notions de vos problématiques clients, en fait, qui demandent plus de vitesse, tout en prenant en compte toutes ces contraintes qu'on a de plus en plus dans le supply chain. Alors Arnaud, je me permets de t'interrompre. On a une question de Michael. Je ne sais pas si tu vois toi-même le chat qui nous dit qu'on aurait peut-être des définitions pour ces niveaux de maturité. Et Michael nous propose en fait une digital twin pour tout ce qui est prédictif et control tower pour descriptif. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Digital twin, c'est intéressant. J'avais exactement les mêmes questions en fait dans la conférence dont je mentionnais avant. En fait, le digital twin, non mais c'est intéressant. Digital twin, c'est vrai qu'il y a un peu des redondances avec control tower. Digital twin, il y a deux choses. D'abord, c'est d'avoir la visibilité en effet sur toute sa supply chain. Donc, on voit l'aspect de cross-fonctionnel et de connecté. Et après, c'est vrai qu'il y a des fois par des redondances par rapport à l'information et surtout prendre l'action. Je pense que la différence avec la control tower, on va le voir après, c'est que la digital twin, pour moi, c'est une notion plus d'information. Donc, voir où est l'état de ma supply chain. Comme tout à l'heure, pour moi, dans son compteur, il y a aussi une grosse notion d'organisation. Donc, on va en revenir. Digital Twin, je pense qu'il manque la notion d'homme, qui est importante pour moi dans la Control Tower. Digital Twin, c'est plus une outil, on va dire, technologique, qui est une très bonne fondation pour la partie technologique et donnée de la Control Tower. Mais pour aller plus loin, il faut cette organisation centralisée, en fait. D'accord, bon voilà, ça montre que vous pouvez poser des questions, c'est important. Et Arnaud, vous voyez, il a quand même des réponses à pas mal de choses, donc c'est intéressant. Je te laisse poursuivre. Ok. Alors maintenant, donc là, c'était plus cette notion que je dis, ça peut être des fois, je sais que les personnes, c'est une notion de définition importante. Après, pour revenir à la question nickel, c'est pas ce que j'ai au début, c'est une transformation. Donc c'est vrai que je reviendrai dessus tout à l'heure aussi. On passe pas d'une control tower analytique ou on va dire transport à une control tower digitale complète du jour au lendemain. Ça prend du temps, donc on reviendra dessus tout à l'heure.
Ouais, tu auras des retours d'expérience à nous partager parce qu'effectivement, Oui, tout supply chain manager rêve de se dire, bon, bah, maintenant, on va plus avoir de problème, on va mettre en place une control tower. ouais. Oui, mais je vais vous montrer un ça, mais ça se fait pas tout de suite. Ça faut du temps. Donc, il faut prioriser, il faut faire ça, toute la transformation. Donc, maintenant, on va revoir un peu, c'est qu'est-ce que ça prend, de quoi il y a besoin pour faire une control tower digital. Alors, le premier aspect, donc, je résume hein, ce qu'on avait dit sur le webinaire, le premier qu'on a il y a quelques semaines. Je vais juste résumer un peu. Donc, c'est que la base de tout ça, ça reste les analytiques. Donc, les analytiques, c'est toute l'information qu'on peut avoir pour nous aider à prendre une décision. Et après, donc l'aspect de visibilité, quand j'ai dit la dernière fois, la visibilité, c'est pas juste de savoir où est mon camion ou quel est mon stock. C'est de savoir quel est le problème par rapport à ce camion ou est-ce que j'ai un risque de rupture ou un risque de surstock. Et l'idée aussi qu'on avait la dernière fois, c'était comment j'utilise la data science ou l'intelligence artificielle des fois pour m'aider à prendre une décision. Donc juste en résumé les trois aspects. Le premier, l'analytique, c'est d'abord vous donner la visibilité pour vous aider à faire des compromis. Donc, ce que j'avais expliqué, c'est que c'est compliqué en général de pouvoir prendre une décision qui va réduire vos stocks, réduire votre coût, augmenter votre taux de service. Donc, avoir des compromis à faire. Donc, il faut avoir d'où l'intérêt d'avoir une visibilité cross-fonctionnelle, parce qu'une décision peut être très bien pour la production, mais elle peut pas forcément être bien pour le transport. Peut-être ça va créer ou la logistique, ça peut poser des problèmes ou la logistique. Donc, on va voir. Une deuxième notion des analytiques, c'est comment bénéficier en fait d'avoir des analytiques plus matures. Donc mature, ça veut dire qu'ils sont plus de science dedans. Donc c'est ce que j'expliquais avant sur l'aspect informationnel, c'est passer d'un mode descriptif à avoir des analytiques qui soient plus prescriptifs ou prédictifs pour anticiper les risques et encore idéalement savoir qu'est-ce que je dois faire en cas de risque. Et là l'idée c'est que plus on a d'analytiques matures, plus on a de valeur ajoutée en principe pour l'aide à la décision qu'on prend et aussi plus ça va automatiser certaines de vos activités parce que la machine va faire le traitement des données à votre place de ce que vous faites juste dans Excel. Et le troisième aspect des analytiques qui est important, qui est lié à cette maturité, c'est comment j'utilise le machine learning data science, parce qu'il y a des outils en fait communs maintenant, on va dire, c'est assez disponible. Il y avait une question la dernière fois sur est-ce qu'on peut le faire soi-même, j'ai répondu oui, il y a des outils type Power Platform, Google, AWS, ou même d'autres, il y en a plein d'autres, qui permettent en fait plus simplement de le faire même soi-même. Donc l'idée, c'est de commencer à prendre en compte pour même le control tower et pour des analytiques plus matures, des outils soit data science, ça peut être de la simulation aussi, ça peut être de l'optimisation, etc. Donc la base de la control tower, ça reste les analytiques quand même. C'est qu'il faut bien avoir accès à cette information. Maintenant, c'est vrai qu'il faut beaucoup plus d'analytiques et beaucoup plus de données que ce qu'on a quand on a une control tower, on va dire, ou un tableau de bord qui est plus en silo. Donc là, j'ai mis quelques exemples. C'est vraiment très exhaustif. Hein. Mais par exemple, si on va connaître l'état de sa supply chain pour prendre des bonnes décisions, si je reprends mon exemple j'ai des produits finis qui viennent d'Asie, qui passent par la mer Rouge, s'il y a un risque, parce qu'il faut passer maintenant par le Cap, il va falloir regarder quelles est ma prévision, quelles sont mes commandes à risque, donc c'est le deuxième élément ici, quelles sont mes livraisons en cours, qu'est-ce que je dois livrer, quels sont mes fournisseurs, mes commandes en retard, quel est l'état de mes inventaires, dans mes entrepôts potentiellement en Europe ou en France, qu'est-ce qui est en transit, qu'est-ce qui est planifié, c'est où mes ruptures, mes surstocks. Si maintenant on veut prendre toujours cette décision par rapport à je suis bloqué, il faut que je passe par le Cap ou par la mer Rouge, quel est mon transport, où est mon bateau, quel est mon plan de transport, parce que peut-être qu'il y a un bateau là, mais qu'est-ce qui se passe, il y a un bateau qui est prévu pour dans une semaine, dans 2 semaines, quelle est la capacité que j'ai disponible si j'ai négocié des containers avec mes fournisseurs, etc., etc. Donc si on continue dans cette théorie-là, pour prendre une décision, il faut aller même jusqu'aux aspects d'être éco-responsable, financière, mes achats, ma qualité, ma fabrication, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est compliqué, il faut avoir une vision globale maintenant pour prendre une décision qui n'est pas juste silo dans son coin sur oui, je passe par là parce que ma capacité allait mieux et mon coût de transport pour moi personnellement ou ou ça m'a eu une rupture en tant que planeur. Donc il faut avoir beaucoup d'informations nécessaires sur toutes les activités. Ça demande quoi? Ça demande d'avoir des données internes, transactionnelles, qui viennent de vos ERP, de vos systèmes de planning, vos systèmes de transport, vos systèmes d'entrepôt. Des données internes, si vous êtes encore un peu plus sophistiqué, là c'est très bien, de votre RFID, votre IoT ou de capteurs que vous avez dans les usines, par exemple. Si on revient au Digital Twin qui était mentionné juste avant, pareil, Digital Twin, c'est une très bonne source d'information.
Donc, d'informations peuvent très bien être digital twin. Si vous avez des data lakes qui sont déjà faits, ou des data warehouse, très bien. C'est une source d'information aussi, vous allez voir que déjà centralisé, c'est très bien. Et après, en plus ces données internes, l'idéal, mais c'est pareil, c'est avec la maturité qui ça va venir, c'est données externes. Données externes de ses transporteurs, de ses clients, ou de ses fournisseurs. Donc souvent, il y a un partenaire de la supply chain qui est spécialisé de l'EDI. Ben voilà, c'est comment est-ce que j'ai accès à mes bons de livraison. Si je travaille dans la grande dans des points de grande consommation, avoir accès aux ventes directement des caisses dans les magasins que je fournis. Ça peut être connaître les capacités de ces transporteurs disponibles. Donc, au-delà des contrats qu'on a, dire attention, j'ai négocié tant de containers par mois. Est-ce que vous avez de la dispo encore dans ces bateaux ou non? Les fournisseurs, pareil, quelle est votre capacité, la capacité de production disponible? Les inventaires sont disponibles, des fois leur planning, etc., etc. Donc l'idée là, c'est d'étendre en fait la visibilité que vous avez dans votre supply chain pour prendre une décision encore plus rapide en connaissant ce qui se passe grâce aux partenaires. Après, il y a d'autres éléments externes qui sont importants à prendre en compte. C'est tout ce qui est au climat. Donc par exemple, il a neigé il y a quelques temps à Paris. Voilà, ça peut être très bien anticipé, mais savoir qu'il y a des routes qui ont été bloquées à cause du temps, et peut-être qu'il faut que le camion va être à changer, ou peut-être qu'une usine va être bloquée complètement. Les problèmes géopolitiques, donc ça c'est important dans tout ce qui est son sourcing, les risques financiers. Toutes ces données en fait sont disponibles sur Internet aujourd'hui et souvent gratuitement. Donc on peut facilement étendre la visibilité dans le supply chain rapidement grâce à toutes ces données. Il y a plein de bibliothèques, on va dire, disponibles aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de payer et de croire que ça coûte, que ça vous demande un investissement conséquent pour y aller. Et le dernier, c'est tout ce qui est médias, tout ce qui est social media en anglais. Là, ça peut être très intéressant aussi. Donc, je travaille sur réseaux sociaux, merci. C'est mon côté américain qui revient. En fait, réseaux sociaux, c'est ce qui peut être intéressant, c'est j'avais un client qui travaillait dans le luxe, eux, ils surveillaient ça parce qu'ils voient ce que disaient les influenceurs et les influenceuses. Parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'il suffit qu'une influenceuse en Chine montre d'un seul coup qu'elle a acheté un nouveau sac, d'un seul coup, leur vente explosait. Donc eux, en fait, ils regardaient les réseaux sociaux et ils le connectaient aux autres ventes clients, forcément, et à leur stock. Donc ils regardaient qu'est-ce qu'ils ont en stock en Europe, qu'est-ce qu'ils ont en transit, et quels sont les moyens de transport qu'ils avaient. Ce qui fait que dans leur control tower, ils avaient aussi donné ces données liées aux réseaux sociaux pour voir, en fait, prendre décision rapidement sur attention, telle influenceuse vient de poster qu'elle a acheté son nouveau sac. On sait qu'on risque d'augmenter, vendre 2000 sacs de plus. Est-ce qu'on a les stocks disponibles ou est-ce qu'on a la capacité de production disponible pour les faire? Donc, on peut aller vraiment très loin dans ces control towers selon sa maturité. Après, c'est l'accès aux données et faut étendre à un moment ou à un autre son accès aux données. Et justement, comme ça demande beaucoup de données, l'idée, en fait, c'est vraiment utiliser la technologie le plus possible. Donc, l'idée là est de dire, vos données est trop important, en fait, à gérer dans une control tower moderne et digital. Et en particulier, si vous voulez les analytiques soient plus avancées. Donc, ce qu'on disait, les prédictifs prescriptifs, vous ne pourrez pas les faire. Humainement, on ne peut pas y arriver. Deuxièmement, la machine est bien meilleure que l'homme et bien plus rapide que l'homme à le faire. Donc, l'idée, c'est de dire, laissez la technologie traiter les données pour vous fournir l'information nécessaire. Et quand je dis information, ce que je mentionnais avant, c'est quels sont mes vrais risques que j'ai dans ma supply chain? Où sont mes vrais problèmes actuels? Pas avoir même à lire des tableaux de bord pour aller identifier quels sont les problèmes. Comme ça, vous pouvez vous focaliser sur la gestion de votre supply chain et les prendre des décisions de façon collaborative et cross-fonctionnelle. Donc maintenant, la technologie, qu'est-ce qu'elle a besoin de faire dans une control tower digital? Le premier, ça va être de collecter toutes ces informations, donc interne et externe, je viens de mentionner, et les harmoniser. Donc, la différence entre harmoniser et standardiser, c'est une seule version qui est, on va dire, on peut pas changer. Harmoniser, ça veut dire on a le droit quand même d'avoir des versions un petit peu différentes, mais on a un langage commun. Donc, le premier idée, elle est quand même là. C'est qu'il va falloir collecter, harmoniser les données internes et externes. Donc, quand vous avez les outils déjà disponibles avec l'IT, avec votre département informatique, il y a des data lakes, il y a des data warehouse, voilà, qui centralisent la donnée. Mais ces données, en fait, elles ne vous donnent pas, ce que je disais, l'information, elles ne vous guide pas à vous, quel est mon vrai problème. Donc là, c'est de prendre la technologie pour analyser ces données, les traiter, et vous gérer les analytiques. Donc ça peut être des analytiques simples, qui peuvent être une alerte. Ça peut être, attention, si via mon planning, et via mes commandes clients, et je vois que dans
2 semaines, mon niveau de stock est sous 5 jours, ça peut être une alerte qui dit attention, risque de rupture. Et ça peut être quelque chose de plus poussé. Donc, c'est là où reviennent les analytiques plus avancées, qui sont via du machine learning. Je prédis que dans 2 semaines, il y a une rupture de tant de pièces. Donc, ça, c'est vraiment en fonction de votre maturité. Mais la machine va pouvoir vous générer dans une contrôle tower toutes ces analytiques. Maintenant, ce que le but, c'est prendre une décision et prendre des actions via votre control tower. C'est vous fournir, donc on dit l'expérience utilisateur en mot technologique, mais surtout, c'est vous compreniez facilement quelles sont les décisions et les actions que je dois prendre dans le bon contexte. Donc, c'est pour ça que j'ai un exemple en fait de ce qui avait été fait dans le groupe Volkswagen. En fait, ils orientent directement via de données de base, ils orientent sur quelles sont mes alertes ou des problèmes que j'ai ou les vrais risques que j'ai à traiter. Parce qu'il faut prendre une décision rapidement. J'ai quelques exemples après que je vous montrerai pour illustrer. Pour donner cette expérience et voir où est-ce que, quelles sont les décisions à prendre, il y a 2 éléments. Le premier, c'est des recommandations, ou des fois ce qu'on appelle des analytiques prescriptives. Donc, avoir des recommandations pour vous guider. Et en particulier, s'orienter sur les exceptions. Parce qu'on a tendance à regarder le général. En général, ça tourne. Il n'y a aucune raison d'y aller, en fait. L'idée, c'est de travailler plus par exception sur peut-être que dans le bateau qui ne peut pas passer par la mer Rouge et qui passe par le Cap, peut-être dans ce conteneur, 90% en fait ont 0 problème parce qu'il y a assez de stock finalement en Europe pour couvrir les besoins de clients via le stock et via la production. Ça peut arriver. Peut-être que par contre, il y a 10% qui ont des vrais problèmes. Et il faut pouvoir informer la logistique en disant attention qu'on vidait le bateau à Rotterdam, passez rapidement, faites-moi un camion immédiat pour qu'il parte tout de suite parce que je peux gagner 1 jour ou 2 ou demander à des douaniers rapidement parce que peut-être que je peux gagner 1 jour ou 2 qui éviteront une rupture. 2 éléments qu'il y a pour des actions pour les contrats digitales, c'est un peu pour dire, c'est pouvoir faire des simulations. Donc, pour justement comprendre l'impact des décisions d'un point de vue cross-fonctionnel. Et le dernier élément qui est important, je l'avais dit au départ sur l'organisation centralisée, et c'est que ça soit collaboratif. Donc maintenant, c'est la même chose, la technologie, elle vous permet en fait d'avoir beaucoup d'outils collaboratifs. Ça peut être des chats, ça peut être des notifications, donc où les personnes peuvent communiquer directement, ça peut être des notifications en disant attention, moi, la planning, j'ai vu tel problème logistique, est-ce que vous pouvez confirmer que tu as un avion disponible, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est aussi de la technologie pour être collaboratif. Donc, beaucoup de personnes utilisent par exemple Teams, c'est un exemple, il y a Google, etc. Mais Teams, c'est un exemple d'outil collaboratif. Et maintenant, vous pouvez très bien intégrer Teams avec des chats pour spécialiser, où ils peuvent s'intégrer avec, ils font partie de votre cadre de votre control tower, en fait. Ouais, comme ça, on a toujours l'historique d'une situation qu'on est en train de traiter et elle n'est pas sortie en fait de cette control tower. Parce que c'est un peu le risque, c'est d'utiliser Teams comme une messagerie. Finalement, ça ne change rien des emails. Par contre, personne ne la voit et ça reste un message externe qui n'est pas intégré à la control tower. L'idée, en fait, c'est de se dire que prenez vos outils collaboratifs de votre entreprise et considérez qu'elle est intégrée avec votre control tower. La control tower va traiter les données, identifier les recommandations, etc. et faire des recommandations et la faire simulation. Il va vous aider maintenant à dire j'ai Teams, utilisons Teams pour collaborer, pour nous aider à prendre une décision rapidement par rapport à ce que la machine en fait aurait recommandé ou calculé. Il n'y a plus besoin, en fait. L'idée, c'est simplifier votre quotidien, en fait, en utilisant la technologie de bonne façon. Parce que la clé, en fait, de tout, ce que je disais par rapport au Digital Twin, en fait, ça reste l'homme. À la fin, tout ce que je viens de raconter, c'est juste pour vous aider au quotidien. Donc là, je vous ai mis 2 images pour vous illustrer. La première en haut à droite, j'ai donné la référence, on vous les partagera. En fait, c'est Renault. Ils ont pas mal communiqué dessus. Ils ont fait une control tower qui est vraiment très, très digital et très, très poussée. Donc là, je vous ai mis. Et en fait, si vous regardez bien comment c'est fait, c'est une salle comme une tour de contrôle. Donc, on dit qu'il y a une tour de contrôle pour les avions. Ils ont vraiment une salle avec, vous voyez, un écran géant avec où sont mes problèmes. Donc là, on voit en rouge où sont leurs problèmes. Et des équipes qui représentent toutes les fonctions dans la même pièce. Ce qui fait qu'ils peuvent collaborer rapidement. Donc, certains vont en réunion, d'où les outils type Tips, mais sinon, ils sont physiquement dans la même pièce. Et en bas à droite, c'est une control tower sur laquelle j'ai travaillé, c'était au Mexique, une entreprise d'acier qui fait quelques milliards. Eux, c'est pareil. Ils ont une control tower, ils ont créé une pièce de control tower. Donc, ils ont accès à eux, elle est vraiment de bout en bout, via mes commandes clients, ma production, ma logistique. Et ils ont visité sur tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ces équipes, donc ils représentent tous 1 ou 2 personnes par fonction, qu'ils ont mis vraiment physiquement ensemble. Et pourquoi je vous ai mis ces 2 images?
c'est que ça représente l'aspect collaboratif et cross-fonctionnel. L'homme, c'est le cœur de la control tower et c'est le cerveau, parce que c'est lui qui prend la décision de façon ultime. Et la technologie, et c'est là, elle correspond pour moi qu'un digital twin. C'est l'aspect organisationnel qu'il y a derrière. Ouais, et enfin, moi je rebondis dessus, Arnaud, parce que j'ai fait pas mal de benchmarks dans des grandes entreprises, mais aussi dans des petites entreprises. Dès qu'on commence à mettre toutes les fonctions de la supply, donc service client, planning pour la production, entrepôt, approvisionnement dans la même pièce, ben, ça fonctionne beaucoup, beaucoup mieux. Et c'est pourtant très simple, il faut juste une grande pièce avec des gens qui travaillent tous ensemble. Voilà. Et c'est pour ça Et et c'est ça pour marche ça dans les PME, quoi. exactement, ça marche partout. C'est un problème organisationnel, c'est pas un problème de taille. Ça ne demande pas de recruter plus de monde. Par contre, ça va demander de la conduite de changement. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en effet, on va construire une nouvelle organisation parce que il va y avoir des problèmes de qui est le décisionnaire maintenant? Qui prend une décision? C'est plus forcément moi dans mon coin qui prend une décision. Donc ça peut être rapidement compliqué. C'est une question très importante. Moi, j'ai une multinationale pour les comptes consommation. Ils ont revu complètement les décisionnaires. Parce que quand il faut prendre une décision maintenant de transférer les stocks, si on prend l'exemple que j'en prends tout le temps, hein, le cap ou bateau, qui prend une décision de transférer? Est-ce que c'est le planning parce que c'est eux qui gèrent les stocks? Est-ce que c'est les ventes parce qu'ils vont nous mettre des ruptures? Ou est-ce que logistique? Dans ce cadre-là, c'est plus une fonction. C'est l'organisation qui va dire, non, c'est la control tower en tant qu'organisation qui prend la décision. Donc les mettre tous en même temps, peu importe, c'est la control tower. Donc il y a une fonction control tower qui va être cross-fonctionnelle, qui va prendre. Maintenant, ça change, ça impacte aussi le planning, les ventes, la logistique, parce qu'ils vont devoir exécuter. Donc, oui, il y a des coûts de changement à faire. La deuxième chose qui est importante, on avait parlé un petit peu lors des analytiques la dernière fois, c'est les objectifs. Le problème que moi j'ai vu dans l'entreprise, c'est que les bonus, ça crée du silo. Parce que chacun a son bonus, hein, on est payé de vivre, et qu'en fait, les objectifs communs, en fait, ça a beaucoup aidé. Parce que c'est un frein, en fait, des fois, l'objectif peut être contradictoire, et c'est un frein à faire la gestion cross-fonctionnelle. Donc, moi, où j'étais un de mes employeurs, quand j'étais en supply chain, le responsable supply chain m'a dit, fais-moi une transformation. Donc, il voulait que je travaille sur le sourcing. Le problème qu'il y avait, c'est que le directeur du sourcing, lui, son but, c'était de baisser les coûts de sourcing, donc il voulait tous les coûts de packaging à l'entrepôt, et le directeur de la distribution, lui, son objectif, c'était de baisser le coût de distribution. Donc, il voulait mettre tout le packaging chez le fournisseur. Donc, moi, je suis allé voir le directeur supply chain, je lui ai dit, la seule solution, il faut un objectif commun. C'est le coût servi sorti entrepôt. Et là, ça marche. Donc, des fois, il ne faut pas sous-estimer. C'est les deux gros impacts en organisation. Il y a qui prend la décision et comment est-ce qu'on met l'objectif commun sur tout le monde. C'est plus juste, c'est qu'un taux de service, dans ce cadre-là, devient un objectif commun à tout le monde. C'est plus juste le planning, c'est la logistique, le planning, la production, les appros qui ont l'objectif qui est notre taux de service. Le deuxième élément qui fait pour mettre control tower, justement, comme tu disais, Jean-Baptiste, mettre tout le monde dans la même équipe, même sur une PME, une PMI, c'est faire voir le processus. Parce qu'en fait, c'est pas juste de la visibilité. À la fin, comme je disais, c'est prendre une décision et exécuter une décision. Donc, il va falloir revoir les processus. En particulier, alors tu mentionnais mettre tout le monde dans la même pièce, ça aide. C'est pour ça que je mentionne le SNOP. C'est vrai que le SNOP, c'est on se revoit mensuellement pour discuter de nos problèmes, prendre une décision. Là, en fait, ça va changer. Il y a une espèce, alors c'est vraiment qu'il y en a qui vont passer du SNOI, mais bon, en fait, vous pouvez changer la cadence. C'est une espèce de SNOP ou SNOI en continu, en fait. Il y a toujours des décisions tactiques et stratégiques à prendre mensuellement ou tous les trimestres. Mais c'est une espèce de décision continue, en fait, de précision continue. Donc, il va falloir revoir les processus aussi pour qu'une control tower puisse fonctionner. Et le dernier élément qui est important, c'est est-ce que les personnes control tower et qui vont exécuter ont les bonnes compétences? Parce qu'en fait, on va passer dans un mode où, historiquement, les personnes sont très bons à traiter les données dans Excel. On va prendre un planeur ou même en général logistique, on passe jusqu'à 50% de son temps dans Excel et des reporting. Donc, les pros, en fait, de la supply chain aujourd'hui sont des pros de Excel, il ne faut pas se leurrer, ou des pros de l'analytique. Là, ça va changer parce que la machine, elle va justement traiter les données parce qu'il y a beaucoup de données à traiter. Et donc, ce qui fait que ça va changer la façon de travailler, ça a plus le rôle de chef de projet, de facilitateur, et les compétences vont être différentes. D'esprit critique aussi, parce que les sabots, la machine aura beau calculer tout ce que vous voulez, elle aura beau vous fournir des recommandations, c'est à vous, en tant qu'homme, de prendre une décision. Donc, il faut avoir un esprit critique.
Donc, les compétences sont différentes, il va falloir accompagner les équipes pour ça. Et le dernier élément qui peut être lié, c'est ce qu'il y a de nouveaux postes à créer. Donc, si là, vous prenez, je ne sais pas, c'est une équipe de 5 planeurs, 10 personnes logistiques, et vous prenez un de chaque équipe, comment est-ce qu'on va les appeler, quoi? Donc, il va falloir aussi qu'ils s'intègrent dans l'organisation globale avec des nouveaux rôles. Donc, pour moi, le plus important dans tout ça, ça reste l'homme, et ne pas sous-estimer du tout la position de l'homme. À la fin, tout ça, la technologie, c'est fait que pour lui, en fait. Et la contrôle digitale est fait pour l'homme, pour prendre une décision plus rapide. Donc, elle est fait pour l'aider. Parfait. On a justement une question de Frédéric. Merci Frédéric qui nous pose la question. Alors du coup, comment on fait par rapport à cette qualité de données et cette justesse d'information qui peut être un risque en fait en tant que tel, puisque plus on a de données, on le sait, et s'il y a des données de mauvaise qualité, derrière ça peut nous faire prendre une mauvaise décision. Surtout si cette donnée vient du public. Et je donne un exemple. On regarde tous Météo France pour savoir ce qui se passe, et puis parfois on se dit c'est bizarre, ils avaient prévu beau puis il pleut, ou ils avaient prévu qu'il pleuvait et puis il fait beau. Alors du coup, c'est quoi toi ta vision des choses, Arnaud, sur ce sujet-là? Alors c'est intéressant parce que c'est mon dernier point de présentation, mais j'ai quand même commencé à répondre maintenant. Deux choses. La première, c'est que ne faut pas être bloqué par la qualité des données. Parce que c'est vrai que c'est souvent pour mon cas, mais je ne peux pas commencer, j'ai les données qui ne sont pas bonnes. Si on attend que les données soient parfaites, on va attendre pendant 15 ans. On n'y arrivera pas en fait. La raison étant que de toute façon, vous prenez déjà aujourd'hui des décisions par rapport aux données que vous avez. Et après, de toute façon, c'est comme si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Oui, mais si on avait su, on aurait fait la bonne décision. Donc, je pense pas qu'il faut être trop bloqué dessus. Moi, je vois plus ça comme étant améliorant la qualité de données en même temps qu'on met en place une contrôle tower. Il faut travailler dessus. C'est parce que il faut vraiment travailler dessus, mais je pense pas que ce soit un plan de en disant je veux avoir une donnée parfaite avant de commencer. La donnée, ça fait 20 ans que vous l'avez utilisée et 20 ans que vous prenez une décision. L'entreprise, j'espère qu'elle grossit, qu'elle fait de bons résultats. Donc, elle est là. Deuxième élément, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'esprit critique. C'est là où l'homme, il est important. C'est à la fin, la machine va vous aider, on va dire ce qu'on appelle augmenter, mais ça reste l'homme qui prend une décision. Donc, c'est là où l'homme est important. C'est donné à pas juste. Dernier élément, c'est en technologie, si c'est bien fait, vous pouvez mettre dans les contrôles tower des alertes. Donc, par exemple, moi, c'est mes logiciels, donc je les fais comme ça. Mais quand je fais mes logiciels, je montre à l'utilisateur, dire attention, voilà la recommandation que je fais, mais je sais que telle donnée-là, elle m'a pas l'air terrible. Donc, un logiciel que je fais pas en distribution, on va leur dire voilà, on vous recommande par exemple de changer la fréquence de Rapro. Et en fait, dedans, on va dire attention, on l'a fait en regardant tant de quantité par palette, mais c'est quand même bizarre que dans votre palettisation, dans votre ERP, vous avez marqué un paquet de gâteaux par palette. Donc, si vous prenez Control Tower, en fait, c'est là où je dis que si vous pouvez améliorer la qualité des données, en même temps que vous mettez en place votre Control Tower. Si vous pouvez mettre en place des outils de contrôle des données, et c'est l'amélioration continue des données, en fait. C'est une opportunité, je pense, Arnaud, d'aller vers le data management, de la master data. Et en fait, que ce soit une opportunité de la transformer, parce que quand on a une control tower, on a mis de l'énergie dedans, on a engendré un processus de transformation. Si on déclenche des processus d'amélioration continue, c'est l'opportunité de retrouver la source un peu du problème de la mauvaise data et puis de tenter de trouver des solutions avec les contributeurs pour la faire progresser. Exactement. Pour ça, après, c'est mon implantation, mais c'est la gouvernance des données, elle est importante. Donc, il faut mettre en effet des règles et une organisation pour la gouvernance des données. Maintenant, moi, je ne suis pas favorable de dire bloquons tant que les données ne sont pas parfaites, et puisque ça vient un projet de données d'IT, alors que c'est un projet de transformation. Et puis, je vous dis, de toute façon, aujourd'hui, on prend tous des décisions tous les jours. On n'a pas arrêté l'entreprise en disant je ne peux pas, ma donnée n'est pas bonne. Vous le faites déjà dans un Excel. On va prendre la technologie pour justement faire l'amélioration continue. Et alors, justement, je voulais voir maintenant, on parlait tout à l'heure je vous ai donné quelques exemples, là, de Control Tower. L'idée, c'est de vous dire que, en fonction de votre stratégie, c'est que le Control Tower, en fait, d'avoir des gains généraux, des gains vraiment sur différents axes que vous avez. Donc, par exemple, le premier que moi j'ai vu, c'était comment améliorer son taux de service et son chiffre d'affaires. Le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'étaient pas capables de donner une dette correcte à leurs clients. C'est une entreprise pharmaceutique. Et en fait, ce qu'ils avaient, c'est ils produisaient dans certains pays, après ils conditionnaient dans d'autres pays et ils livraient ou distribuaient encore ailleurs. Et pour chaque pays, ils avaient des ERP différents. Donc, avoir la visite globale sur sa supply chain était très compliqué. Donc, ils ont mis une control tower qui disait pour les aider à donner une bonne date à leurs clients. Et après, encore plus important,
être sûr que la date qu'ils ont donnée, qu'elle soit respectée. Donc pour ça, en fait, ils ont mis toute la demande et tout ce qui était le niveau de stock, l'encours, l'encours de production, ce qui était en transfert, etc., dans un seul système, donc dans un control tower. La control tower, après, elle allait prédire en fait quelles étaient les principales commandes à risque. Donc je disais tout à l'heure, c'était travailler par exception, parce que finalement, toutes les commandes ne sont pas à risque non plus de tout le temps. Et après, c'était en fonction de ces commandes à risque, quelle est la meilleure façon de livrer. Est-ce qu'il faut que je livre dans notre entrepôt qui n'est pas mon entrepôt habituel? Est-ce que je fais une livraison express? Est-ce que je fais une livraison partielle? Est-ce que je fais rien? Parce que des fois, ne rien faire, c'est aussi bien. Donc, est-ce que je fais rien parce que peut-être que faire une livraison express me coûte trop cher par rapport à la marge ou parce que ce fournisseur n'est pas critique, etc. Donc là, c'était le premier contrôleur que j'avais vu. Et donc voilà, eux, c'était compliqué. C'était au niveau global 20-30 ERP, 10 systèmes de planning. Mais voilà, donc ils ont mis l'information, collaborer, et après, tout le monde dedans, il y avait les représentants de la production, du service client, de la production, de la logistique, dans une équipe, et là, ils utilisaient la technologie pour traiter les données jusqu'à comment gérer mon client. Le deuxième, c'était comment améliorer, réduire ses stocks et réduire les surstocks, réduire les ruptures. Donc là, même un peu de façon similaire, la visibilité qui était nécessaire, c'était quels sont mes stocks, pareil, dans tout mon réseau. Donc là, c'est pareil, c'est bon. Eux, c'est 4 ERP, mais c'est une entreprise globale aussi qui fait 40-50 milliards de chiffre d'affaires. Donc, quels sont mes stocks? Quels sont mes délais? Donc, mes délais de transfert en particulier. Quelles sont mes routes logistiques? Donc, quand tu as un réseau de boîte qui fait 50 milliards, c'est compliqué. Quelles sont mes capacités logistiques? Quels sont mes coûts de transport? Et là, ils s'utilisent leur control tower, elle est calculée deux choses. Quels sont mes risques d'inventaire, donc sur stock et rupture, et c'est des recommandations sur comment rééquilibrer ces stocks. Alors, c'était en complément du planning, parce que le planning, il nous en 8 semaines. Là, c'est un horizon vraiment très court qui dit attention, rupture en 3 jours, il faut rééquilibrer ses stocks. Les systèmes de planning ne le font pas, ou rarement, parce qu'eux, ils planifient en disant ma prévision dans 8 semaines, elle est temps, déploie le stock comme ça, produis ça, achète-moi ça. Là, c'est dire non, il y a une rupture dans 3 jours, quel est le camion idéal ou le container, quel est le camion que je dois faire, ou le transport en avion que je dois faire. Le troisième, moi, quand j'ai vu, c'est une entreprise de pharmacie. Leur problématique était ils produisent en Europe, mais ils livrent beaucoup de produits aux Amériques. Et à cause de ça, comme beaucoup d'entreprises de pharmaceutiques, beaucoup de transport aérien. Et beaucoup de containers pas utilisés de façon optimum, beaucoup de vide dans les containers. Donc, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était réduire leur coût de transport et réduire leur CO2. Et pour ça, en fait, ils ont utilisé par exemple Control Tower pour les aider à faire tout leur plan de déploiement entre l'Europe et l'Amérique. Et pour ça, c'est pareil, ils ont de la demande finale, de la demande de la prévision, des stocks à destination, donc en Europe et aux États-Unis, et puis à l'origine en Europe, les délais de transport, les routes logistiques, les capacités et les coûts. Et là, il s'utilisait par le control tower, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait aussi prédire quels sont les risques d'inventaire et elle allait recommander quel est le meilleur mode de transport. Des fois, c'était est-ce qu'il faut mieux faire un avion? Est-ce qu'il faut faire un bateau? Regrouper tout ça. Et des fois, elle va aller plus loin, dire attention, telle commande telle production en cours, il faut la finir à telle date, parce que si vous loupez cette date, on va devoir faire un transport aérien. Donc là, ça reliait toutes ces données. Oui, c'était trois fonctions, le planning, la logistique et la production. Et après, deux autres exemples qui sont un petit peu différents. Le quatrième, pareil, c'est entreprise de produits de consommation. Eux, ils étaient très, très bons, très avancés. Ils allaient jusqu'à un niveau des fournisseurs niveau 2. Le problème, ce qu'ils ne voulaient surtout pas arriver, ils avaient beaucoup de besoin d'huile de palme. Et le problème qu'ils avaient, c'était lié à l'éco-responsabilité. Ils ne voulaient pas avoir de fournisseurs qui brûlent les forêts. En fait, en Asie, ça rapporte plus d'argent. Ils brûlent des forêts entières pour planter des palmiers. Donc, eux, en fait, ils allaient surveiller, ils récupéraient les données externes satellites pour s'assurer que leurs fournisseurs n'allaient pas brûler des forêts pour planter plus de palmiers. Et le dernier, je l'ai mentionné un peu avant, c'est comment aussi, il y a dans des processus internes, une control tower digital peut s'intégrer. Donc, je donne l'exemple de SNOP, je l'ai remis, mais c'est un très bon exemple. C'est qu'aujourd'hui, un SNOP, surtout l'aspect, je dis, plus opérationnel, moins stratégique, bien sûr, il y a besoin de quoi? Il y a besoin de savoir où en est mes appros, ses stocks, sa demande, ses capacités, ses délais, ses coûts, les impacts financiers, etc. Et là, c'est très
Au lieu d'avoir des reporting, la Control Tower, elle calcule, elle va vous prédire les risques, et ce qui fait que vous pouvez vraiment supporter le Control Tower pour aussi s'intégrer dans un processus SCM. Alors, tip top, Arnaud, on a vu ces 5 exemples. Il y a une très bonne question de François, parce que tu sais, on a notre fameuse cartographie des briques applicatives avec en haut le stratégique, au milieu l'ERP, puis en dessous on a l'exécution, les supply chain execution avec le TMS. Et François nous demande la control tower, du coup, elle substitue à l'ERP ou MRP, enfin, elle est où dans cette brique applicative? Elle est plutôt dans l'exécution? Elle est, alors, si on prend d'un point de vue technique, en fait, elle va se mettre au-dessus. En fait, c'est clair que tout ce qui est un ERP, un TMS, un MES, tout ça, en fait, ça va gérer que la transaction. Donc, ça va gérer l'exécution de ce qui est de la décision. La control tower va se situer au-dessus dans le sens où c'est ce qui va vous aider à vous à gérer votre supply chain. Donc, vous à prendre des décisions. Donc, elle se situe plus au-dessus à centraliser les informations, les données et les informations nécessaires. Les ERP, en fait, ça ne devient que l'exécution transactionnelle. Idéalement, alors je ne l'ai pas vu, mais ou théoriquement, on va dire, si toute décision était prise dans une control tower, l'ERP, ça deviendrait limite une grosse base de données où je crée mes contrats, je crée mes données de master data, et toute l'exécution, en fait, ça collecte juste de la donnée de décisions prises dans la control tower. Donc, ça se situe en fait au-dessus. Parce que là, par exemple, le MRP, le MRP, il calcule des besoins en production. Lui, il continue à fonctionner. Tout continue à fonctionner. Parce que justement, les bonnes productions sont nécessaires pour gérer, pour planifier, et l'ERP est nécessaire pour gérer ses commandes et ses stocks. Donc, eux, en fait, ce qu'ils vont faire, ils vont gérer, ils continuent à planifier. Et les équipes, tout à l'heure, quand il faut organiser l'organisation centralisée, c'est juste rechanger les rôles de l'organisation. Il y a toujours besoin de faire son planning, il y a toujours besoin de gérer ses commandes d'achat, ses commandes de clients. Donc, il y a toujours les équipes qui sont nécessaires pour le faire. Maintenant, prendre des décisions, ça demande d'avoir accès à cette donnée et ces informations. Donc, c'est pour ça que ça va plus collecter les données du MRP, on va dire, pour son planning de production. Ça va collecter du MRP, oui. Collecter les plannings de l'ERP pour tout ce qui est stock, commande d'achat, commande client ou les master data. Ça va aller collecter de la donnée et la traiter dans le but de vous aider à prendre une décision. D'accord, donc on intervient essentiellement quand il y a des aléas. Oui. Parce que quand il n'y a pas d'aléas, en fait, la control tower, elle n'a rien à faire. Elle peut aller plus loin, elle peut automatiser. Elle peut même dire dans ce type d'aléa, un aléa qui est faible, peu stratégique, elle peut même automatiser une précision. C'est le prochain webinaire, donc je peux en parler tout de suite. Ah, d'accord. Donc, elle se nourrit quand même de toute façon de l'ERP et de la supply chain execution, les MES, TMS et tout ce qui est MES, oui. Et après, du coup, c'est en voyant ces aléas qu'on peut prendre des décisions. Donc, elle est quand même plus dans l'exécution, finalement. Elle est un peu moins dans le stratégique. Exactement, elle est dans l'exécution. Exactement. C'est un outil d'aide à la décision opérationnelle pour au quotidien. Exactement. Très bien, tip top. Alors, là, on a 10 minutes, j'ai encore deux choses que je vais montrer. Ça, on vous les partagera. C'est deux exemples de control tower françaises. C'est FM qui a mis ça et Renault. On leur fournira, on pourra les partager. C'est juste s'ils veulent, si la lecture, c'est des vidéos, on peut les partager, je ne vais pas les mettre. Dernier, je vais voir en 2 minutes, c'est la transformation, ce qu'on a parlé tout à l'heure. Comment est-ce qu'on en place ça? Le premier élément, c'est qu'il faut définir des analytiques, mais qui sont alignés avec vos objectifs stratégiques. Les analytiques, ça veut dire quoi? C'est quels sont mes objectifs à faire, quels sont mes KPI, et aussi quels sont les targets qu'on a en place. Mais là, il faut voir d'un point de vue opérationnel. Ce qu'on vient de mentionner, c'est l'opérationnel. Surtout, ce qui est important, c'est qu'est-ce que je veux faire à plusieurs. Alors, j'ai mis 5 ans, peut-être 3 ans, mais qu'est-ce que je veux, où est-ce que je veux, moi, être en entreprise? Parce que c'est un projet de transformation. Donc, ce fait le contrôle tower pour maintenant, l'instant T, vous allez investir en technologie, alors qu'en fait, la valeur ajoutée, il faut qu'elle supporte votre stratégie à plusieurs années. Donc, c'est là où commence à intervenir. Est-ce que j'ai besoin de mettre en place du prédictif et du prescriptif? Parce que ce n'est pas la première étape que vous avez et souvent, les entreprises ne l'ont pas. Après, ce qui est important, c'est l'analytique, c'est surtout ça, ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est quelles actions je prends opérationnelles. Donc, l'idée dans les analytiques que vous définissez, c'est de quoi j'ai besoin pour prendre une décision opérationnelle. Donc, c'est par exemple, quelles sont mes ruptures, quels sont mon surstock, quelle est ma capacité de production, quelle est ma disponibilité, ma capacité de réception, d'expédition, etc.
Et après, deux jeux d'éléments qui sont liés un peu aux données. La première, c'est, en français on a la latence, je crois, c'est à quelle fréquence je le veux et combien de temps je peux avoir entre la donnée qui est là et le moment où j'ai l'information. C'est deux éléments très importants, c'est la fréquence, je le disais au début. Quelle est la bonne fréquence, la fréquence correcte. Et le dernier, on en a parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est responsable des données et la qualité des données. Donc ça, il faut s'en servir. Une fois qu'on a défini plus ces visions de quelle visibilité, de quelle indique et quelle information j'ai besoin pour m'aider à prendre des décisions dans un horizon de 3 à 5 ans, là, on met en place deux choses. Son organisation. Soit ça peut être purement centralisé, soit des très grosses, soit c'est compliqué parce que l'entreprise est un peu centralisée, ça peut être décentralisé avec un support central. Après, il y a plusieurs modèles structurels. Quels sont les rôles, les processus et les compétences? Donc ça, c'est important. Et après, la contrôle en termes de comment l'expérience utilisateur que je veux donner. L'idée, c'est vraiment qu'elle soit simple, vider les exceptions, tu viens de le mentionner, et les aléas, et surtout prendre la décision. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les tableaux de bord qui sont nécessaires. Donc là, c'est d'un point de vue production, d'un point de vue planning, d'un point de vue logistique, d'un point de vue service client. Dans quelle profondeur je vais? Donc jusqu'à quel niveau d'information je peux aller? Donc ça, c'est plus, il va y avoir des filtres. On peut aller à un niveau très très bas. Ça dépend de comment on prend une décision. Et après, les deux éléments qui sont liés à la collaboration ou à vous pousser l'information, formation, c'est les alertes et notifications. L'idée, c'est d'être guidé, c'est pas d'aller creuser l'information. Maintenant, je l'ai rajouté, ce qui est un peu dedans, c'est les chatbots et le GNI. Bon, le GNI, c'est un peu encore du vent et beaucoup de marketing, mais les chatbots, c'est vrai que c'est un élément important. C'est maintenant disponible, c'est un élément qui peut être facilement inclus dans une control tower. Et après, une fois que vous avez fait ça, vous travaillez vraiment sur vos données. Donc, qu'est-ce que je fais sur mes données? Donc, quelle est une data science j'ai pour faire du prescriptif avec du machine learning? Qu'est-ce que j'ai besoin de data science pour faire du prédictif? J'ai inversé de prescriptif, j'ai inversé simulation. Les sources de données en nomination et comment je fais avec data science. Et le dernier élément, parce que là, c'est un projet, on va dire, plus classique, le premier élément, c'est comment je la mets en place. Ce qui est plus compliqué, c'est ma roadmap. Parce qu'en effet, ça peut être compliqué, ça peut être long. Donc, est-ce que je déploie par fonction? Donc, ça peut être un TM via un transport d'abord, puis production, etc. Est-ce que je déploie par business unit? Est-ce que je déploie par complexité? Par exemple, je mets quelque chose de un peu descriptif et au fur et à mesure, je mets de la data science. Donc là, moi, je priorise, je fais valeur et effort. Il faut essayer de trouver qu'est-ce qui vous rapporte rapidement de la valeur pour financer l'effort qui va venir pour financer ce qui vient plus tard. Et pour faire ça, l'idée, c'est de commencer simple, voyez rapidement ce qui marche, et après, ce qui marche, je parle d'un point organisationnel, d'un point technologique, le déployer rapidement. Donc le but, c'est pas, et c'est pour ça que j'ai mis un dernier comme. Bon, après, c'est un changement qui est classique. Deux éléments importants que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est mettre de la gouvernance sur tes données et des analytiques. Donc en effet, il va falloir le mettre en place. Donc quand on traite la qualité de données, en effet, il faut, ce qui n'est pas toujours en cas d'entreprise, profiter d'un control tower pour mettre en place ce type d'organisation. Et le dernier, je l'ai mentionné tout à l'heure, il ne faut pas être bloqué par la qualité des données. Si on attend d'avoir les données parfaites, votre concurrence, ils n'ont pas attendu, ils vont faire quelque chose. Donc c'est pour ça que je l'ai marqué, améliorez-les plutôt avec le temps. Donc mettez des outils dans un control tower pour voir quels sont les problèmes de données et les améliorer avec le temps. Voilà. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est aussi nécessaire pour voir que ce sujet, il n'est pas simple. Hein. On ne dit pas je vais mettre une control tower et on le décide. C'est un long chemin avec beaucoup de technologie, de bon sens et de vision très globale dans l'entreprise. Voilà, et le contenu changement, d'où l'importance de comment je déploie. Ce qui est compliqué, c'est comment je vais le déployer pour avoir rapidement de la valeur et pas essayer d'inverser à dire des choses complexes qui apportent beaucoup de valeur, mais qui vont être trop longues à apporter. Si vous mettez un an à en avoir quelque chose, vous avez un an de perdu. Qu'est-ce que je peux mettre en quelques mois rapidement pour essayer d'avoir la valeur pour financer finalement le reste du déploiement. Donc voilà. Il y a 5 minutes. Tu as d'autres questions que tu veux poser qui sont en suspens? On les a posés au fur et à mesure. On a Frédéric qui nous a proposé des affirmations, donc je ne vais pas revenir dessus, puisqu'effectivement, il nous a confirmé ce que tu disais. Le webinaire est assez dense, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai vécu dans une grande entreprise le manque de control tower, hein, donc avec des fonctions très silotées et pourtant avec une volonté d'aller vers la transversalité. Donc même quand on place une control tower
en transport, hein, c'est ce qui était mon domaine auparavant, je te confirme. On ne prend que des décisions sur son budget, et malheureusement, si on prend des décisions sur son budget avec des objectifs de réduction de budget, ça peut impacter les petits copains, les ventes, parce que on se dit, voilà, en transport, bah non, moi je vais quand même pas payer plus cher pour livrer plus vite. Et de ce fait, on risque des ruptures clients, mais on est content. On a une control tower qui est pas cross-fonctionnelle. On a toute l'information en temps réel. On peut prendre des décisions. Par contre, c'est des décisions que dans notre silo. Et donc, on impacte de manière négative le reste de l'entreprise. Voilà. D'où c'est cross-fonctionnel et d'où l'importance de l'aspect humain et organisationnel de la control tower. C'est à la fin, c'est pour ça. Donc oui, ça c'est quelque chose à cerner, hein. Le mode projet, la conduite du changement, l'aspect technologique et puis l'aspect organisationnel. Voilà, c'est un peu ce qui résume la control tower. Voilà. La technologie doit être au service de l'homme, c'est pas le contraire en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions de la part de nos participants qui étaient nombreux aujourd'hui. Je les en remercie. Si vous avez des cas à nous soumettre, n'hésitez pas. Vous pouvez joindre Arnaud directement pour le plaisir d'échanger avec lui. Hein, ce sera toujours une excellente discussion que vous aurez avec du fond. Est-ce que toi, tu avais des questions, Arnaud? On ne sait jamais. Non, c'est partage. On va partager le document. Là, je suis bloqué tout le temps. Et voilà. Et prochaine, en fait, on ira encore l'étape d'après, qui est comment on passe d'une control tower, qui reste une fondation, à comment on peut aller plus loin avec la supply chain, on va dire, autonome, via Decision Intelligence. Donc, ce sera le prochain sujet. Mais étape par étape, il faut mettre des analytiques, il faut une control tower, et après, on peut automatiser, avoir une gestion plus autonome et prendre des décisions de façon plus autonome. Bon, en tout cas, c'est un beau projet d'entreprise, la control tower, avec tout ce qui va avec. Et on voit que le chemin, il est long à parcourir, mais bon, ça en fait des sujets passionnants parce que sur un poste, ça fait grandir la supply chain dans l'entreprise et ça la fait progresser vers une organisation qu'on ne connaissait pas forcément dans les entreprises, en tout cas pas dans toutes. Et ça remet aussi, je pense, en perspective le rôle de la supply chain dans une entreprise. Exactement. Parce que si on fait visiter la control tower au marketing, aux achats, ils voient bien l'intérêt en fait des aspects opérationnels qui sont liés en fait à cette fonction, quoi. Exactement. Et après, on peut étendre. Après, j'ai mis des exemples. On peut étendre sur l'organisation. On peut étendre la control tower jusqu'à d'autres fonctions. Le marketing est un bon exemple. Il n'y a pas de. C'est jusqu'où on veut étendre sa control tower en tant que dans l'entreprise. Parfait. Eh bien, nous allons pouvoir clôturer le webinaire. J'espère que nous avons donné des informations. Merci Philippe, des informations intéressantes, des idées hein, pour vous projeter dans l'évolution de vos supply chains. La Control Tower en fait partie et on a l'intime conviction, on l'a partagé avec Arnaud, que ça peut marcher aussi pour les PME, les ETI. Il n'y a pas de raison que ce soit réservé, en fait, tout simplement aux grandes entreprises. Donc, prochaine étape, revisionnez le webinaire pour ceux qui le souhaitent, partagez-le. On vous met à disposition le document sur LinkedIn, tout simplement. Donc, surveillez bien notre page. On va le mettre à disposition. Puis on fera un petit résumé de ce qu'on a pu se dire, même si le document est quand même assez autoportant. Merci à toi, Arnaud. Rendez-vous au prochain webinaire du 22 mars. On a un peu de temps pour intégrer toutes ces informations. Je te remercie encore pour ton temps, la clarté de tes propos et le contenu également. De rien, c'est avec plaisir que je partage ce que j'ai appris. Merci énormément. Bonne journée à tous et à très bientôt au prochain webinaire, nous l'espérons, ou un prochain événement de Alpe Supply Chain en présentiel. Nous vous remercions de votre intérêt pour ce sujet et les prochains sujets à venir. Nous allons clôturer ce webinaire. Merci beaucoup. À toi le mot de la fin, Arnaud. Je vous remercie d'avoir écouté. Et puis à très bientôt. Et on partage tout ça avec tout le monde. Et n'hésitez pas à nous contacter s'il y a besoin. Merci Arnaud. Au revoir. Au revoir.